Le soir. Marceau, le soir. Radio X. Merci aux gens qui nous envoient des commentaires via le live à radiox.com. Autre façon de communiquer avec nous, c'est au 670-9098, c'est le local. Dans le 88 ou encore, sans frais, le 1-877-440-2464. Laurence, il y a un radar? Oui. Radar sur Champlain vers les ponts, juste un peu avant la côte Gilmore. Il est souvent là. Fait que levez le pied. Parfait. 14 degrés sur Québec, dégagé pour ce soir. Minimum de 7. Oh, on s'approche du point de congélation. Pour ce qui est de demain, jeudi, ce sera ensoleillé avec un max de 17. Vendredi, ensoleillé, maximum de 21. Pour l'instant, samedi, dimanche, on parle encore de pluie. Des max pouvant aller jusqu'à 20 degrés. Mais ça a le temps de changer. Faut garder espoir. All right, il est avec nous. Il est habillé. Il est aussi journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. C'est notre journaliste de l'insolite, Christian Page. Salut! Salut, Marceau. Comment vas-tu? Ça va bien. Là, tu dis, il est toujours habillé, mais tu sais pas ce que tu manges. Ouais, toi, tu nous écoutes, hein? Ouais, absolument. Je vous écoute ici à Montréal, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, parce que il y a plein de gens qui m'envoient des courriels qui sont de la région de Montréal et qui écoutent effectivement l'émission à travers la diffusion web. Alors, c'est bien le fun. Tu fais partie de ce succès-là, mon cher Christian. Ben merci beaucoup, puis merci aussi à toute l'équipe de m'accueillir dans votre équipe parce que je pense que c'est bien le fun aussi. All right, on parle d'Hillary Clinton. Christian, je vais t'avouer quelque chose. Vas-y. J'ai été sur un site un peu louche oui. où on parle de trucs un peu louches et là, on m'a envoyé sur un Facebook d'une femme, une Américaine, et cette femme-là ressemble 2 gouttes d'eau à Hillary Clinton. Uh-huh. Elle mentionne qu'elle est comédienne. Oui. Je vois son profil au complet et même dans son profil, sur les petites photos qui sont à côté, là, on la voit en compagnie d'Hillary Clinton. Je me suis dit, est-ce qu'on s'en est fait passer une petite vite avec elle? Tu sais que la plupart des présidents américains ont eu des doublures. Ouais. Hein, donc ça, c'est un peu normal. Donc Hillary Clinton, qui n'est pas encore présidente, je sais pas si elle a une doublure, mais il serait pas étonnant qu'une fois à la Maison-Blanche, si elle est élue à la Maison-Blanche, qu'elle ait aussi une doublure comme d'autres présidents l'ont eu avant elle. Mais c'est vrai que ce que tu mentionnes alimente la rumeur depuis quelques jours et on se replace un peu dans le contexte. Dimanche, c'était des commémorations du 11 septembre 2001 qui se tenaient sur Ground Zero à New York. Hillary Clinton devait faire une allocution devant les gens réunis et là, voilà qu'à la dernière minute, elle a demandé de se retirer parce qu'elle ne se sentait pas très bien. Et ceux qui suivent l'actualité américaine ont probablement vu des images. On l'a accompagnée là vers l'extérieur. Un SUV noir qui fait partie de son cortège est arrivé. Et au moment où Mme Clinton se préparait à monter à bord, elle a eu un malaise. Elle a dû être supportée par des gardes qui l'ont mis à bord du véhicule et le véhicule a quitté. Alors là, évidemment, on voit bien que Mme Clinton n'était pas en très bonne forme. Elle est allée se reposer chez sa fille Chelsea, qui a un appartement à New York. Et là, on raconte qu'au moment de sortir de l'appartement, quelques heures après, ça aurait pu être sa doublure. Et là, c'est vrai que depuis le début de la campagne, entre les démocrates et les républicains, on sait que Mme Clinton représente le Parti démocrate et Donald Trump, les républicains. Depuis le tout début de la campagne, on se questionne. En fait, il y a une rumeur qui circule que Mme Clinton serait en mauvaise santé. Il faut dire que c'est une dame de 68 ans. Elle paraît, quand on la voit à la télé, elle paraît plutôt en bonne santé, mais il y a des rumeurs qui circulent. Et là, voilà que le clan Clinton annonce que le malaise de ce week-end était dû essentiellement à une pneumonie. Mais ça ne convainc pas tout le monde, et à commencer par un certain Bennett Omalu. Est-ce que tu connais Bennett Omalu? Non. Bennett Omalu, pour te le situer, c'est un pathologiste américain qui est célèbre à travers le monde entier pour avoir fait connaître il y a quelques années tant il avait attiré l'attention des médias et l'attention également du monde sportif sur les commotions cérébrales qui étaient très élevées dans le domaine de la NFL, la National Football League, et des conséquences à long terme qu'il y avait sur les athlètes. En fait, cette dénonciation, parce qu'évidemment, quand il a commencé à parler de ça, tout le gratin
du football, et là on parle évidemment d'investissements de millions de dollars. Il y a eu une levée de bouclier, on a essayé de le faire taire, mais contre vents et marées, il a maintenu ses affirmations. Et tout ça vient de faire l'objet d'un film qui s'appelle Commotion, que tu as peut-être vu, qui met en vedette Will Smith. Et ça raconte l'histoire de ce Bennett Omalu, donc ce médecin pathologiste qui a dénoncé les commotions cérébrales dans le domaine du football. Et là, voilà que après le malaise de Mme Clinton dimanche dernier, Monsieur Omalu a publié sur son site Twitter une information disant que si lui, il était membre du clan, il faisait partie du clan Clinton, ben il demanderait à ce que Hillary Clinton fasse une prise de sang et qu'on analyse ces échantillons sanguins parce qu'il suspecte Mme Clinton d'avoir peut-être été empoisonnée. Et là, ça vient pas de n'importe qui, non, on le sait, le docteur Omalu, célèbre à travers le monde, il sait, peut-être que Mme Clinton a été empoisonnée, et il pointe du doigt le clan de Donald Trump, évidemment, ennemi politique de Mme Clinton, et il suspecte également Vladimir Poutine d'avoir joué un rôle dans cette histoire-là. Là, évidemment, c'est de la haute voltige, et on sait que Vladimir Poutine n'est pas très, très chaud aux politiques du Parti démocrate, et on le sait que il s'est pas caché un peu du mépris qu'il avait pour Barack Obama lors des dernières réunions présidentielles qu'il y a eu entre lui et Barack Obama. On sent que depuis quelques années, entre Vladimir Poutine et les politiques américaines, le torchon brûle. Et là, donc, on suspecte Vladimir Poutine d'avoir peut-être joué un rôle là-dedans. Évidemment, les gens diront: ah oui, mais ça, c'est des théories du complot. Et des théories du complot, il en foisonne. Hein. Elles sont très multiples. Mais pour une fois, ici, on a une théorie du complot, je dis pas qui est vraisemblable, mais qui a quand même, qui baigne un petit peu quand même dans un élément de réalité. Parce que si on regarde dans l'histoire récente, c'est pas la première fois que Vladimir Poutine est pointé du doigt pour avoir voulu éliminer des ennemis politiques. En 2006, je te rappelle qu'il y a un ancien agent du KGB qui était en faction à Londres, un certain Alexander Litvinenko, qui est décédé après un repas au restaurant. Il était admis à l'hôpital et les médecins ont découvert que notre bonhomme en question avait été assassiné, il avait été empoisonné avec du polonium 210, qui est une matière radioactive. Et là, évidemment, les autorités britanniques ont entrepris une investigation et, crois-le ou non, ils ont directement pointé vers Vladimir Poutine comme étant l'homme qui avait joué un rôle dans l'empoisonnement de cet agent, ancien agent, dis-je, du KGB. Et rappelle-toi aussi, durant la campagne en 2004, d'un certain Viktor Loutchenko. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un multimilliardaire russe, ça, hein? Oui, en fait, il se présentait pour devenir président de l'Ukraine à ce moment-là. Ouais. Et au moment de sa campagne électorale en 2004, si tu te rappelles peut-être de ces images, M. Loutchenko était un beau bonhomme, là, et soudainement le visage s'est mis à lui enfler. On avait l'impression qu'il souffrait d'une sorte d'éruption cutanée épouvantable, comme de l'acné. Et là, en fait, il était presque monstrueux. Et éventuellement, on a pris des échantillons. Évidemment, lui, M. Loutchenko a dit, voilà, ce sont des ennemis politiques qui tentent de m'empoisonner. On a dit à ce moment-là qu'il devait être complètement paranoïaque, que son état devait être dû simplement à une bactérie, une maladie quelconque. Et voilà qu'on a pris des échantillons de sang de M. Loutchenko pour découvrir qu'il avait un taux de dioxine qui était 1000 fois supérieur dans son sang et qui était visiblement dû à un empoisonnement. Alors là encore, nouvelle enquête, et à ce moment-là, des autorités avaient ciblé un certain Gleb Pavlovski, qui s'avère être le conseiller principal de Vladimir Poutine. Donc, tu vois, ici, là, est-ce que Hillary Clinton a un double? Est-ce que Hillary Clinton a été victime d'un empoisonnement de ses ennemis politiques? Personnellement, je ne le crois pas. Mais de voir que l'on pointe du doigt Vladimir Poutine, ça fait quand même remonter à quelques événements antécédents dans lesquels Vladimir Poutine a effectivement peut-être joué un rôle prépondérant dans l'empoisonnement d'ennemis politiques. Okay. Tu vois, là, je suis allé faire un tour sur la page de la femme dont je te parlais, là. Oui. Elle a changé son profil. C'est réellement une vraie personne. Elle est là depuis plusieurs années. Je t'ai envoyé le profil. C'est Teresa Lily Barnwell. Okay. Elle était
juste avant qu'elle change son profil, elle était actrice, personnificatrice, et elle a caché les photos où on la voit avec Hillary Clinton. Je t'ai envoyé le profil Teresa Lily Barnwell. Elle ressemble à Hillary Clinton comme 2 gouttes d'eau. Ben écoute, ça va me faire plaisir de regarder ça. Et c'est sûr qu'avec un personnage comme celui-là dans l'environnement d'Hillary Clinton, ça n'a rien de bon pour faire taire les rumeurs. Mais en tout cas, disons qu'au moment où on se parle, aujourd'hui, Hillary Clinton est en repos. Elle doit reprendre le collier dès demain. Alors là, on pourra jauger de son état de santé. All right. On parle maintenant d'un film, de Phoenix Incident. Ouais, ça c'est... on avait parlé, la dernière fois que j'étais à l'émission en studio, donc il y a 2-3 semaines maintenant, on avait parlé un peu des ovnis et un type me dit, écoute, il y a un nouveau film qui vient de sortir en vidéo qui s'appelle L'incident de Phoenix. C'est également disponible sur le réseau Netflix. Oui. Alors il me demande, il dit, ce film-là commence en disant inspiré d'une histoire vraie. Alors lui, se demandait qu'est-ce qu'il y a vraiment de vrai dans cette histoire-là. Alors là, on est vraiment dans un univers qui est excessif. C'est une histoire qui est très complexe, cette histoire de Phoenix Incident. D'abord, on est en présence de 2 incidents qui sont tout à fait... Là, on parle des événements réels. On va revenir au film, si tu le veux bien ensuite, mais parlons d'abord des événements réels. On est en présence ici de 2 événements très distincts. Donc, on est le 13 mars 1997, vers 18h55, il y a un objet triangulaire qui est observé près de la frontière de l'Arizona et du Nevada. Et cet objet se déplace assez lentement dans le ciel. Il a plus ou moins une forme triangulaire et des observateurs au sol vont le regarder avec des jumelles et même dans certains cas avec un télescope. Certains de ces observateurs vont dire « Je crois avoir identifié un avion ». Donc, pas tout le monde, mais certains observateurs croient qu'il s'agit d'un avion. Le même objet ensuite est observé en descendant vers le sud du Nevada. Par exemple, à Anderson, il est observé et ensuite, il est observé un peu plus au sud en direction de Phoenix. Voilà notre premier incident. Deuxième incident. Le même soir, vers à peu près 21h, un chapelet de lumière apparaît au-dessus de la ville de Phoenix. Alors là, on parle de 7 ou 8 lumières qui scintillent dans le ciel et qu'évidemment, des gens vont se mettre à dire, voilà, il s'agit d'un chapelet d'ovnis comme ça qui est au-dessus de la ville. Ça, c'est le deuxième incident. Et ces lumières-là vont s'éteindre les unes après les autres. Bon. Là, ici, on est en présence de ces 2 incidents et dans les 2 incidents, on a peut-être des explications. En tout cas, dans le cas de l'incident numéro 2, on a une explication assez claire et qui ne fait aucun doute. Les lumières observées au-dessus de Phoenix, ce fameux chapelet de lumière, n'était rien d'autre que des fusées éclairantes qui avaient été larguées par un avion militaire qui participait à une opération juste à la limite du désert parce qu'il faut savoir que la ville de Phoenix se trouve en plein milieu du désert. Elle est bordée par un désert juste à l'est. Et à ce moment, la base de Luke Air Force Base se trouve à cet endroit-là. Donc, les militaires procédaient à un exercice et ils ont largué une série de fusées éclairantes et ce sont ces lumières que l'on voit au-dessus de Phoenix. Et ce qui est malheureux, parce que ça, il n'y a aucun doute. On est retourné de jour, on a fait des analyses, on a comparé les images, et les lumières, en fait, ne s'éteignent pas. Quand on regarde les vidéos de nuit, on voit les lumières s'éteindre les unes après les autres, mais en réalité, c'est pas qu'elles s'éteignent, c'est qu'elles passent de l'autre côté de la chaîne de montagne. En fait, l'exercice militaire se tient comme de l'autre côté d'une crête montagneuse, et les lumières, quand elles arrivent à la hauteur de la crête montagneuse, évidemment, disparaissent derrière la crête, et à partir du moment où les gens observent de la ville de Phoenix et filment ça, on a l'impression que les lumières s'éteignent. Ce que les amateurs d'OVNI ne te disent généralement pas, c'est qu'en 2007, c'est même un exercice semblable a été refait au-dessus de Phoenix. On a largué des fusées éclairantes au même endroit et les films ont montré qu'il s'agissait exactement du même phénomène qui avait été filmé en 1997. Donc, l'idée des fusées éclairantes ne fait aucun doute. Ce qui est malheureux, et il faut bien le dire, lorsque l'on parle de l'incident de Phoenix, on nous montre toujours ces images spectaculaires, mais c'est quand même des images de fusées éclairantes. Alors que ces lumières-là n'ont rien à voir avec la présence de ce triangle qui a été observé en début de soirée, qui, lui, est une toute autre histoire. Tu comprends? C'est assez amusant aussi parce que au moment où cet événement-là s'était produit, il y avait le gouverneur de l'État
qui avait fait une déclaration en disant, c'était le gouverneur républicain dénommé Fife Symington, qui avait ridiculisé l'observation le lendemain en disant, bon, ben, les gens se sont mis à voir des extraterrestres, etc. Mais qui plus tard a lui-même avoué que cette même soirée-là, un peu plus tôt dans la soirée, il avait lui-même observé ce grand triangle volant dans le ciel. Bon, si on parle de ce triangle volant à lui tout seul, il n'est pas interdit. Et là, c'est une tentative d'explication, ne tirez pas sur le messager. La tentative d'explication, c'est qu'on sait que ce soir-là, il y avait un appareil des gardes nationaux du Maryland Air National Guard qui a traversé le ciel du nord au sud, et il est possible que ce grand triangle observé par des témoins ait été cet appareil-là. Mais c'est une tentative d'explication. Je la propose comme celle-là. Je dis pas que j'y crois ou j'y crois pas. Je dis rien que ça a été proposé. Mais ce qu'il faut retenir dans cet incident-là, Yannick, oui, c'est que les lumières que l'on nous présente dans des films, à toutes les fois qu'on nous parle de l'incident de Phoenix, on nous montre ce chapelet de lumière au-dessus de la ville de Phoenix. Ces lumières-là, ce sont des fusées éclairantes et elles n'ont rien à voir avec le triangle sombre qui a été observé en début de soirée. Est-ce qu'on écoute la bande du film ensemble? Maintenant, on écoute la bande du film et je t'explique ce que nous montre le film maintenant. In 1997, you took place in one of the largest military cover-ups in United States history. That's correct. They've been here before. Belgium, Osaka, Roswell, those are recon missions. But Phoenix was different. All across the state of mysterious flying objects in the sky and what many are already calling the largest UFO sighting in North America. Congress doesn't even know if this happened. Freaking me out. Anything like this? What's that one behind that one there? They were testing our weakness, testing our capability. It was only the beginning. Mon sapré, Christian Page, tu viens de me donner le goût d'écouter un film à soir, mais j'arrive à la maison. C'est un film où on a beaucoup de militaires, donc beaucoup t'entends le staccato des mitraillettes. Ouais. Là, bon, donc on a beaucoup de ça. Bon, qu'est-ce que le film présente? C'est-à-dire qu'il repart de cet incident-là, l'incident de 1997, cette série d'observations qui ont marqué le Nevada, principalement la région de Phoenix. On va voir, d'ailleurs, on nous montre les fameuses lumières fusées éclairantes, notamment, nous, on les voit dans le film. Donc, le film part de cet événement-là. Quand il dit basé sur une histoire vraie, ben la seule histoire vraie qu'il y a là-dedans, c'est que en mars 1997, des événements mystérieux ont été observés dans le ciel de la région de Phoenix. Là, s'arrête toute vraisemblance avec qu'est-ce que l'on voit dans le film. Parce que le film, lui, ce qu'il nous montre, on suit en fait 4 militaires qui s'en vont comme ça en randonnée dans le désert. Ce sont des adeptes du trekking. Ils s'en vont dans le désert et là, soudainement, ils sont un peu témoins par la bande de ces lumières-là dans le ciel et soudainement, l'un de ces vaisseaux extraterrestres est attaqué par les militaires. Il s'écrase. Des extraterrestres s'en échappent et là, nos 4 bonhommes vont devoir échapper à cette attaque d'extraterrestres. Le film est tourné un peu à la manière du Blair Witch Project. Donc, tu vois, style caméra à l'épaule, ouais. Ça sautille, on a de la misère un peu à voir ce qui se passe. Ce qui est assez malheureux d'une certaine façon, parce que, est-ce que tu te rappelles le film Cloverfield? Cloverfield, oui, j'ai bien ça. Est-ce que tu as vu le film Cloverfield? Oui, je l'ai vu, Laurence, l'as-tu vu? Oui. Moi, j'ai adoré, là. Dans le cas de Cloverfield, tu vois, ce qui était un peu malheureux, puis on a à peu près le même sentiment avec l'incident de Phoenix. D'ailleurs, je tiens à souligner pour les auditeurs que même si la bande audio, la bande annonce est en anglais, le film est en DVD comme sur Netflix est disponible en français. Cela étant dit, le film, les créatures sont assez bien réussies. Quand on les voit, les fameux extraterrestres, c'est pas des petits gris, là. Ce sont vraiment des créatures où pour une fois, les scénaristes ont fait preuve d'imagination, puis ils nous ont pas sorti des extraterrestres genre petits gris, là. Et c'est assez bien réussi. Je te dirais que l'animation est relativement bien réussie. Quand on les voit, on est un peu surpris. Ça a l'air vrai. Ouais. Le problème, c'est cette histoire de caméra tournée à l'épaule, c'est toujours en mouvement, donc on a rarement une vision très claire ou prolongée des fameuses créatures.
Et là, ensuite, c'est le combat de ces militaires qui tentent d'échapper à ces créatures. Je donnerai pas le punch du film, mais déjà, on est un peu dans le bain. C'est assez bien réussi au niveau des animations, des créatures, tout ça. On n'a pas l'impression que c'est du montage cheap fait là à la va comme je te pousse, mais malheureusement, cet effet de caméra qui bouge continuellement enlève un peu le feeling de bien sentir ce qui se passe. Et comme je te l'ai mentionné, le film, ceux qui aiment ce genre de film-là pourront aimer ça. Je le dis tout de suite, ça branle beaucoup. Oui. Donc, ceux qui sont vite atteints de la nausée, achetez-vous un bon paquet de Gravol. Mais ensuite, je livre pas le punch. Vous allez aimer ou vous allez détester. Évidemment, c'est fait toujours aussi avec une sorte d'aura de conspiration. Mm-hmm. Parce qu'on voit, je vous le dis tout de suite, là, tout est faux là-dedans. C'est présenté un peu à la manière aussi d'un documentaire. Mais c'est un faux documentaire, là. Les policiers qu'on voit témoigner à l'écran sont des faux policiers. Les militaires qui témoignent à l'écran sont des faux militaires. Les films d'archives qu'on nous montre, mis à part la courte séquence des fameuses lumières de Phoenix qui avait été filmée en 97, les autres séquences vidéo où on voit un objet triangulaire échapper aux tentatives d'attaque par les F-16 ou F-15 américains, tout ça, ce sont de faux films d'archives. Donc, tout est faux là-dedans. C'est présenté un peu à la manière d'un documentaire. L'image sautille beaucoup. C'est relativement bien réussi au niveau des animations des créatures. Mais le scénario, disons, faut l'avouer, c'est du déjà vu, là. Des militaires qui essaient d'échapper à des extraterrestres avec les mitraillettes et on tire dans le tas. Okay. C'est un peu ça l'histoire. Mais donc, The Phoenix Incident, c'est disponible sur Netflix? Et disponible en DVD depuis maintenant à peu près 2 semaines dans les centres vidéo. T'en as-tu encore à Montréal, des centres vidéo? Il y en a plus. Je pense qu'il n'y en a plus à Québec. Il y en a 2 encore. Il en reste 2? Oui. Il en reste encore quelques-uns. C'est une espèce en voie de disparition quand même. Voilà. Hey, tu sais, tout à l'heure, t'as dit, pendant ton incident de Phoenix, t'as raconté, tu dis, ne tirez pas sur le messager, là. Oui. Je sais pas si t'as eu les mêmes courriels que moi, parce qu'il y a des gens qui me disent qui ont essayé de te contacter, mais concernant les crop circles. Oui. Ouais, je me suis fait dire que tu faisais partie des gens dans le secret. Oui, c'est ça. On a même accusé mes patrons à Montréal de Cogeco d'être des francs-maçons. J'ai été surpris d'apprendre ça, je vais te l'avouer. Moi, ils m'ont dit que tu faisais partie du secret, hein? Oui, c'est ça. J'ai lu ça ce matin, je me levais, puis ça a été le premier courriel que j'ai vu. Des fois, les auditeurs, ils m'écrivent pendant la nuit, puis ils m'ont dit que tu étais avec eux. Bon. Puis ce que tu racontais sur les crop circles, c'était pas nécessairement la bonne chose, c'était vraiment que toi, tu faisais partie de la gang. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Je suis un outil de désinformation. Oui, ben en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que tu étais un extraterrestre, toi aussi. Oui, c'est ça. Oui. Mais moi, je fais je passe mes soirées à faire des ronds dans le champ. Voilà. Bon, t'as une belle peau pour un extraterrestre, hein? Ben oui, c'est ça. Mais attends que je me présente, moi, à tout nu et célibataire. On attend ça, Christian. On attend ça. Oui. OK. On parle maintenant d'une encyclopédie des phénomènes paranormaux. Oui, et ça, c'est très intéressant. Écoute, je dis encyclopédie des phénomènes paranormaux, mais une encyclopédie en ligne. C'est ça qui est intéressant ici. C'est une initiative de la Society for Psychical Research, donc la Société de recherche psychique de Londres. C'est un organisme qui a été créé à la fin du 19e siècle, en 1882, si ma mémoire est bonne. Et la Société de recherche psychique de Londres, il faut se rappeler qu'à la fin du 19e siècle, c'était un peu l'âge d'or du spiritisme. Les gens faisaient tourner des tables, on communiquait avec les esprits. Et à cette époque, tout un groupe d'élites scientifiques s'était réuni et ont créé la Société de recherche psychique dans l'espoir de documenter ces fameuses histoires de fantômes et de communication avec l'au-delà. L'organisme existe encore aujourd'hui, donc 130 ans après sa création, et c'est un excellent organisme. C'est pas un organisme qui était, comment je pourrais dire, qui était exempt d'erreurs, comme tout groupe, ils ont fait des erreurs. Ils ont, par exemple, cautionné certaines histoires à un moment donné, et éventuellement, de nouvelles informations ont démontré que cette histoire-là était fausse. Et donc, la société a fait son mea culpa. Je pense que c'est là sa force. C'est un organisme qui n'a jamais hésité à faire preuve de, comment je pourrais dire, d'humilité en disant, pendant des années, on a défendu tel ou tel dossier, on a fait une erreur, mea culpa, cette histoire-là, maintenant, elle s'est écroulée comme un château de cartes, et on reconnaît qu'on avait tort. Donc, c'est l'humilité de la Society for Psychical Research. Ils viennent de mettre en ligne, donc depuis une semaine, une encyclopédie du paranormal.
Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, simplement taper dans leurs outils, dans leur furteur de recherche, le mot PSI, dans un seul mot, PSI, Psy, qui est d'ailleurs la 23e lettre de l'alphabet grec, et c'est par cette lettre qu'on désigne l'ensemble des phénomènes paranormaux. On dit tout le temps des phénomènes psy. Donc, PSI, espace, Encyclopédia. Donc, les gens tapent ça dans leur outil de recherche, ils vont tomber sur cette encyclopédie, et c'est très bien fait. J'ai passé plusieurs heures à lire les données, les entrées qui sont là-dedans. C'est présenté sous forme de thématiques. Donc, on a poltergeist, maison hantée, sortie hors corps. Bon, malheureusement, c'est essentiellement en anglais, donc il faut être un peu familier avec la langue de Shakespeare. Mais quand on clique sur ces onglets, ça nous amène à des sous-répertoires, et là, on a toutes sortes d'histoires qui sont racontées. Et il y a eu une volonté de la Société de recherche psychique de présenter les deux côtés de la médaille. Donc, quelle que soit l'histoire sur laquelle vous allez aller lire, que ce soit le presbytère de Borlée ou que ce soit le poltergeist d'Enfield qu'on a parlé récemment à l'émission, on vous présente le dossier et on vous donne les éléments qui sont proposés par ceux qui croient à l'hypothèse surnaturelle, mais on vous présente aussi des arguments qui sont proposés par les sceptiques, par exemple, qui vont dire que cette histoire-là est fausse et qu'il s'agit d'un canular. Vraiment, les deux côtés de la médaille sont présentés. Ils sont présentés avec beaucoup de sobriété. C'est très bien fait et la qualité de l'information y est. Et en fait, pourquoi la Société de recherche psychique a décidé de faire cette initiative? Parce que j'entends déjà des gens peut-être qui se disent « Oui, mais dans Wikipédia, on a toute cette information-là, on a des dossiers complets qui sont présentés dans Wikipédia. » Il faut savoir que dans Wikipédia, n'importe qui est capable de souligner ou d'apporter une source à son information a la possibilité d'altérer l'entrée. Je te donne un exemple. Toi, tu as lu un livre de Monsieur Coin-Coin qui lui dit c'est des extraterrestres qui ont bâti les pyramides d'Égypte. Donc, tu t'en vas dans le site Pyramide d'Égypte et là, soudainement, tu peux altérer l'entrée de la pyramide d'Égypte en disant Monsieur tel Coin-Coin, qui est un parfait zigoto, voici, lui, il dit que les pyramides ont été construites par des extraterrestres, et là, on donne la source du livre, et voilà, merci, c'est fait. Tu cliques sur sauvegarder, et ton information, elle est sauvegardée. Tu comprends? Et ça, évidemment, ça va altérer la qualité de l'information. Moi, dans les gens me parlent, et c'est vrai que Wikipédia est devenu un excellent outil pour à peu près tout le monde, et surtout pour les jeunes. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, évidemment, quand on faisait une recherche, il fallait sortir les gros encyclopédies, 10, 20, 30 volumes sur le coin de la table, puis on commençait à feuilleter ça. Aujourd'hui, avec Wikipédia, on a la possibilité d'avoir accès à une multitude d'informations avec un seul clic de souris. Mais il faut faire attention. L'information sur Wikipédia, c'est une bonne amorce, mais il faut compléter cette recherche-là par une recherche plus approfondie à travers des encyclopédies ou des sources fiables et crédibles. C'est un peu pour combattre cette information un petit peu fantaisiste qu'on retrouve parfois sur Wikipédia que la Société de recherche psychique a décidé de mettre en ligne sa propre encyclopédie du paranormal. Et si vous parlez en anglais, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour là-dessus parce que c'est très bien fait. Parfait. Je vais mettre le lien dans quelques secondes sur notre page Facebook Marceau le soir. Parfait. Alright, on passe au prochain sujet. C'est le dernier. On nous dit qu'il y a un nouveau bureau qui aurait été créé et il y a une unité spéciale de l'armée de l'air qui occuperait ce fameux bureau-là. Et on nous dit qu'anciennement, c'était un bureau d'enquête sur les ovnis. Ouais. Écoute, cette information, Yannick, je te la livre, mais je te la livre avec un grain de sel. C'est un article qui est paru dans le Daily Star. Donc, le Daily Star, c'est un magazine, c'est un quotidien britannique. Et on retrouve là-dedans, ça va du meilleur au pire. Hein? Est-ce que tu te rappelles le National Enquirer ou le Weekly World News? Ça, c'était des journaux américains où on retrouvait toutes sortes d'informations un peu genre j'ai été violé par un Bigfoot et j'ai accouché d'un extraterrestre ou très crédible comme journaux. Et le Daily Star, malheureusement, dans certains aspects, ressemble un petit peu à ces fameux journaux jaunes qu'on retrouvait aux États-Unis il y a quelques années. Donc, le Daily Star nous publie une information qui est absolument étonnante. Elle nous dit que dans les anciens... faut savoir que le gouvernement britannique, jusqu'en 2009, a maintenu une commission d'enquête sur les ovnis. Commission d'enquête était peut-être un bien grand mot. À tout le moins, un bureau qui colligeait de l'information sur les ovnis. Et puis, en 2009, le ministère de la Défense britannique a décidé de tirer la plug là-dessus en disant « Merci, terminé, on ferme ça ».
Et là, ben évidemment, les milliers de dossiers qui avaient été colligés par le gouvernement britannique ont depuis été mis en ligne. Donc, les gens peuvent aller sur, on tape simplement dans l'outil de recherche British National Archive, donc Archives nationales, et vous rentrez le mot-clé UFO et vous allez avoir accès à peu près à l'ensemble des dossiers qui ont été colligés. Alors là, voilà ce que le Daily Star nous dit, c'est que depuis la fermeture de ce bureau, nous on croyait, et c'est pas n'importe où à Londres, hein, c'est dans le Soho Square, donc un lieu très huppé dans le centre de Londres. On a dit qu'on croyait que ces locaux étaient maintenant abandonnés, déserts, mais non. Le Daily Star nous dit que immédiatement après la fermeture du bureau, les autorités américaines auraient emménagé leur propre bureau d'enquête sur les ovnis dans ces mêmes locaux. Et là, évidemment, tu te poses la question, mais pourquoi les Américains, qui ont le Pentagone à leur disposition, pourquoi iraient-ils emménager un bureau d'enquête sur les ovnis dans un appartement de Soho à Londres? Alors, je n'ai pas l'explication, et le Daily Mail, évidemment, ne nous donne pas d'explication non plus là-dessus. Il nous parle simplement d'une source anonyme, donc c'est toujours crédible, mais bienvenue dans l'univers des ovnis. Et là, on nous dit que ce même bureau aux États-Unis qui s'intéressait aux ovnis, parce que, bon, évidemment, on nous dit que les Américains ont toujours gardé un œil sur la question des ovnis, et que les Américains étaient très intéressés, notamment à un projet d'enquête qui avait été mené par le gouvernement britannique à la fin des années 90, qu'on appelait le projet Condign, et que projet d'ailleurs qui avait pris fin en 2001 et avait conclu qu'un certain nombre d'observations d'ovnis pouvaient être des phénomènes de plasma et que leur étude pourrait avoir des retombées ou des applications militaires. C'est apparemment ce projet Condign qui avait suscité l'intérêt des Américains, mais encore une fois, ici, on se trouve dans une zone grise. Même si les Américains étaient intéressés par ce projet, pourquoi emménager leur pénaple dans un bureau à Londres? Ça, j'avoue que je me pose de très sérieuses questions. J'ai pas pu vérifier cette information. Je la livre comme ça aux amateurs qui, bien sûr, sont toujours en quête d'une bonne histoire sur les ovnis. Alors, s'il faut en croire le Daily Star, les Américains auraient leur pied à terre à Londres pour étudier les ovnis. Ah, c'est intéressant, ça. C'est très, très, très intéressant. Christian, j'ai mis le lien de ton encyclopédie sur les phénomènes paranormaux sur notre page Facebook Marceau Soir. Je te remercie, mon ami. Puis oublie pas, hein, parce que là, moi, je me suis fait dire que tu faisais partie de l'équipe avec les autres provenus d'ailleurs, là. Oui, moi, je suis un reptilien. Voilà. Garde-nous une place, moi puis Laurence, dans le vaisseau. Hein. Oui, oublie-nous pas, s'il te plaît. Oui, bienvenue aux dames. Christian Page, merci. Ça me fait plaisir. Salut, Yannick. Salut. Toujours très sympathique. Christian Page, allez faire un tour sur sa page web pour avoir accès à tous ses livres, christianpage.ca. Toujours très intéressant. Puis c'est drôle, hein? Il est tellement professionnel, Christian. Il est tellement bon pour nous donner foi dans le dos, Christian. Oui, puis... souvent, tu sais, je comprends qu'à chacune des chroniques de Christian, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, bon, je comprends que Christian a cette information-là, mais moi, je fais partie de plusieurs associations sur Internet, des associations obscures où on est en train de découvrir la vérité, et les crop circles, finalement, ça existe vraiment, il y a des choses qui sont inexplicables. Les lignes là, de nuages dans les airs, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah oui, je sais de quoi tu parles, mais ça me revient pas non plus. Ça avait fait genre, pas les chemtrails. Les chemtrails. Les chemtrails. Les chemtrails. Bon, ça revient. Ben là, quand Christian avait parlé de ça, c'était l'enfer, le nombre de courriels que j'avais reçus là-dessus, en disant que Christian était totalement dans l'erreur, et puis que on s'explique mal c'est quoi réellement les chemtrails, puis probablement que c'est le gouvernement qui essaie de nous gazer, tu sais, pour... Oh non, c'est du n'importe quoi. Mais moi, j'y crois. Il y en a qui travaillent vraiment fort de la tête la nuit. On est gazés. Dormez la nuit. Oui. Tu sais, la nuit, c'est fait pour se reposer. C'est fait là pour dormir, pas pour trouver les théories du complot. Non, c'est ça. En tout cas. Puis de penser que Christian a été engagé par des gens du gouvernement pour nous rapporter de fausses informations. Ça, c'est fou, là. C'est d'aller peut-être un peu trop loin. Je me sens dans un vieux film américain, là, tu sais, où le gars qui jase dans les médias a été engagé pour qu'on fasse passer juste une idée. Les extraterrestres n'existent pas. C'est ça. OK, on fait une courte pause, il est 8h43.